Monsieur le Président. Euh, En fait, je sais pas vraiment si c'est une question, mais j'essaie de mettre un petit peu ce que vous dites, ce que j'entends de vos propos en résonance avec ce qu'on a entendu dans les auditions précédentes. Et je me pose une question de modèle, en fait, parce que là, on parle beaucoup de la culture de la banane ou de la canne, qui sont plutôt quand même des cultures d'exportation. On sait que les pratiques de filières non organisées, c'est plutôt de la consommation locale, avec de la vente sur le bord des routes et des petits producteurs qui apparemment échappent et aux aides. Donc je m'interroge sur le modèle. On voit que dans l'Hexagone, on accompagne quand même beaucoup, les politiques européennes sont beaucoup dans l'aide à la conversion pour passer du conventionnel à du raisonné, puis avec un objectif qui est le bio, ou en tout cas une agriculture un peu plus responsable et plus saine. Donc je m'interroge sur cette absence de parallèle entre les politiques publiques telles qu'elles sont orientées dans l'Hexagone et pourquoi on ne retrouve pas une même dynamique aujourd'hui dans les territoires ultramarins. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même aujourd'hui, quand on regarde dans la Caraïbe, je pense à Cuba notamment, qui a fait beaucoup d'expérimentations parce qu'ils étaient confrontés, alors pour le coup, à l'absence de produits phytosanitaires, a fait beaucoup d'expérimentations d'agriculture hors sol avec les hydroponiques, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une solution qui pourrait être un moyen terme, puisque on voit bien qu'on a de la difficulté à identifier les sols qui sont contaminés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des aides comme ça qui pourraient être fléchées vers des solutions alternatives qui permettraient à la fois d'avoir une culture pour les populations locales, parce que la réponse qu'on nous a faite tout à l'heure, c'est de dire ah ben oui, il faut aller vers des filières plus organisées et globalement vers de l'importation, donc consommer des légumes qui viendraient de l'extérieur des territoires plutôt que cultivés sur les territoires ultramarins, ce qui peut être une conséquence ce qui peut avoir des conséquences assez lourdes pour les petits producteurs. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une espèce de modèle à inventer pour accompagner une filière vers d'autres modes de production hors sol qui seraient à la fois éco-responsables et qui pourraient être une réponse aux problèmes de sol contaminé? Alors, sur les deux parties de votre question, d'abord sur la partie quand même de la prise en compte des pratiques agro-environnementales, Valérie va répondre. Et sur le deuxième suggestion que vous faites, je dirai également quelque chose. Alors, déjà, certes, le POSEI accompagne les productions organisées, mais n'exclut pas les producteurs, enfin, ou les petits producteurs qui, en soi, souhaiteraient rentrer dans des coopératives. Hein, au contraire, on a des systèmes d'aide progressifs qui permettent à la préadhésion, des choses comme ça, pour justement essayer de faire rentrer ces petits producteurs. Il faut savoir quand même que dans le maraîchage, ce sont des petites exploitations, même celles qui sont dans les circuits organisés. Enfin, on n'est pas sur des modèles d'exploitation dans la diversification qu'on peut appeler d'exploitation importante. Donc on est bien sur des petits modèles d'exploitation et on est dans l'objectif de faire rentrer dans les circuits organisés pour justement avoir une meilleure maîtrise et de planification, d'organisation de l'œuf, mais aussi pour des questions sanitaires, de les faire rentrer dans des circuits organisés. Ensuite, le POSEI a intégré dans son fonctionnement le passage ou l'incitation à aller vers des politiques de qualité. Donc on a des dispositifs à la fois sur les filières animales et élevage qui nous permettent d'aller sur des certifications de niveau 2 ou en HVE, en certification de niveau 3, et des aides majorées pour aller sur l'agriculture biologique. Bien entendu, ça c'est des questions qui sont abordées et qui permettent l'incitation. D'ailleurs, on a en agriculture biologique, on a des résultats assez importants à La Réunion notamment, où on a de plus en plus de quantités qui sont en AB. Oui, en HVE, en certification de niveau 2. Dis ce que c'est HVE. HVE, c'est haute valeur environnementale. Hein, je vous l'avais utilisé le terme tout à l'heure. Voilà, sur ces questions-là. Un, c'est pas déconnecté, effectivement, et on encourage vraiment, et le dispositif de POSEI encourage ces pratiques-là, à la fois sur les grandes filières et sur les filières de diversification. Hein, on a des taux d'aide différenciés. Et puis, vous avez raison, lorsqu'il y a des sols contaminés, aujourd'hui, le sol n'est pas une condition nécessaire pour la production. Le dispositif de serre sur substrat hors sol fonctionne très bien. Moi, j'en ai vu partout et ça fonctionne très bien. On peut maîtriser absolument tout. Les intrants, l'eau. Et lorsque vous avez maîtrisé ça, vous avez tout maîtrisé. Donc, on peut avoir une offre alimentaire, y compris sur sol
contaminer si on met des serres hors sol. Voilà, il faut couper le lien et on peut faire de la production de salades, de tomates, de concombres, enfin de toutes les productions pratiquement peuvent être produites comme ça. Alors, ça n'aura peut-être pas exactement le même goût, mais enfin on a les mêmes problématiques. Donc, ouais, je peux avoir de grande qualité, au moins d'être saine. Donc oui, il y a des solutions. Et derrière, il y a des investissements qu'on peut avoir grâce au FEADER. Il y a des lignes d'investissement, d'équipements en serre qui ne sont pas limitées. En plus, on arrive à faire des serres aujourd'hui suffisamment solides pour passer les effets des cyclones. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un encouragement à la culture hors sol sur ces zones-là qu'il faut. Mais pour ça, effectivement, il faut connaître d'abord les zones et ensuite y aller, quoi. Hein. Donc, on peut garder quand même l'espace pour une production agricole, mais déconnecter du sol si ça pose un problème de contamination. Alors, moi, j'aurais aimé savoir quelles sont les conséquences économiques lorsque vous mettez, lorsqu'on va procéder au classement des terrains imprégnés suite à la pollution au chlordécone. Nous en avons un petit peu parlé. C'est clair que c'est sans doute un des freins à la connaissance, c'est qu'un terrain qui est connu pour être pollué à la chlordécone perd de sa valeur foncière. Très probablement, c'est l'offre et la demande, et la pollution doit dévaloriser le terrain. Et c'est pour ça qu'il est important de montrer qu'on peut aussi finalement produire sur un terrain contaminé, mais produire autrement, hein, en production hors sol, encore une fois, à la fois végétale ou animale, pour que cet espace garde sa valeur sans... parce que la culture de plein champ, finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a tendance à diminuer. C'est de plus en plus compliqué, justement, avec les intempéries. C'est beaucoup plus dépendant des problèmes de sécheresse ou des problèmes de cyclone ou des problèmes, finalement, de pollution des sols. Donc, je pense qu'il y a un réel avenir. Et pour ça, tout doit être mis en œuvre pour ça. Il n'y a que le bio qu'on ne peut pas faire en hors-sol parce que c'est interdit par la réglementation, mais on peut quand même faire une production hors-sol sans traitement, soit post-récolte ou même pendant récolte. Donc on peut le valoriser auprès des consommateurs sans que ça soit de l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, nos filières interprofessionnelles encouragent à aller dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a quand même des solutions pour les agriculteurs, pour la production locale, qui permettent de contourner cette difficulté.